Mon nom est Dash Mercé. Et avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, j'ai juste besoin de savoir que vous êtes là avec moi. Il faisait encore nuit quand la voiture m'a déposé au bord du trottoir devant le palais de justice fédéral de Manhattan. Le genre de matin d'hiver où le ciel ressemble à du béton humide et où le vent trouve chaque faille dans votre manteau. Au moment où mes chaussures ont touché le trottoir, les flashs ont frappé aussi, trop fort, des éclats blancs comme si quelqu'un tirait avec un appareil photo au lieu d'une arme à feu. Je ne suis pas venu ici parce que j'étais fauché. Je suis venu ici parce que ma famille voulait que toute la ville croie que je l'étais. Je suis venu ici parce qu'ils ont décidé que le moyen le plus propre de m'enterrer n'était pas le silence ou la distance, mais la paperasse et les gros titres. Dash Mercé, a crié un journaliste, le micro déjà à quelques centimètres de ma bouche. Est-il vrai que vous avez dilapidé 2,4 millions de dollars de l'argent de votre frère? Une autre voix a coupé la première. Votre entreprise est-elle une société écran? Avez-vous trompé les investisseurs? Les questions ne sonnaient pas comme de la curiosité. Elles sonnaient comme des légendes, comme si l'histoire avait été écrite avant même que je ne sorte de la voiture, et qu'il n'avait besoin que de mon visage pour la terminer. J'ai gardé les yeux droits devant. J'ai gardé la bouche fermée. Je n'ai pas tressailli, pas fusillé du regard, pas donné le clip qu'il chassait, le jeune PDG en colère, le fils instable, le gars qui ne supporte pas la pression. Dans ce pays, au moment où vous paraissez émotif, les gens arrêtent d'écouter vos faits et commencent à narrer votre chute. Elena Marquet était déjà là, un demi-pas devant moi, se déplaçant comme si chaque centimètre carré de marbre que nous foulions lui appartenait. Elle n'a pas non plus regardé les caméras. Elle portait juste 3 lourdes boîtes d'archives comme si elle ne pesait rien, les bords en carton mordant ses bras. C'était un petit détail, mais il m'a stabilisé. Ma famille a apporté le théâtre. Elena a apporté les preuves. À l'intérieur, le hall du palais de justice aurait dû paraître stérile, détecteur de métaux, pas étouffé, des gens essayant de ne pas croiser les regards. Au lieu de cela, on se serait cru à un cocktail transplanté sur une propriété fédérale. Les murs de marbre résonnaient de rires doux et de salutations polies, du genre que l'on entend lors de collectes de fonds à Westchester, où tout le monde prétend ne pas tenir les comptes. Et là, comme s'il posait pour un portrait à l'huile, mon père se tenait près du point de contrôle de sécurité, serrant la main d'un homme que j'ai reconnu des pages économiques. Riddleston. Posture parfaite, sourire parfait, nœud de cravate parfait. Il ne lisait pas de mémoire juridique. Il n'était pas anxieux que son fils soit traîné devant les tribunaux. Il faisait du réseautage. Il transformait ma ruine en une pièce où il pouvait travailler. Je les regardais taper sur l'épaule de quelqu'un comme s'ils étaient de vieux amis, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer derrière mes côtes. Ce n'était pas de la justice pour lui. C'était un événement. Ma mère était assise à quelques mètres de là sur un banc en bois, vêtue de noir de la tête aux pieds, comme si elle était venue pleurer un deuil. Un mouchoir en soie reposait dans ses mains, et elle s'essuyait les yeux avec un timing presque musical, larmes, pause, soupir, regard vers le haut. Autour d'elle se trouvaient 2 femmes du circuit caritatif, se penchant comme si elles écoutaient une tragédie au lieu d'en regarder une se fabriquer. Ma sœur, Blair, planait à proximité, son téléphone incliné juste comme il faut. Pas trop évident, pas trop désinvolte. Toujours consciente de l'endroit où la lumière frappait, où les caméras pourraient la cadrer. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Elle organisait l'image. Famille dévouée, mère au cœur brisé, fils égaré. Puis Colton est apparu dans ma vision périphérique, comme une ombre avec une coupe de cheveux parfaite. Mon frère se déplaçait comme les gens qui n'ont jamais eu à se demander s'ils avaient leur place. Il a choisi son emplacement avec soin, un angle facile où les portes vitrées derrière lui capteraient les caméras extérieures s'ils essayaient encore de filmer à travers. Il m'a vu et sa bouche s'est fendue de ce demi-sourire, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Pas de chaleur, pas de pitié, de la certitude. Dash, dit-il, assez fort pour que les oreilles voisines l'entendent, mais assez doucement pour que cela sonne comme de l'inquiétude. Ça n'a pas à être moche. J'ai continué à marcher. La main d'Elena a touché mon coude, subtile mais ferme. Ne fais pas ça. C'était le message. Ne lui donne rien gratuitement. Colton a égalé notre rythme pendant quelques pas, comme si nous étions des frères allant bruncher au lieu d'ennemis se dirigeant vers le tribunal. Tu es fatigué, a-t-il continué. Je comprends. Tu joues en mode difficile depuis longtemps. Sois juste pratique.
transfère le contrôle opérationnel temporairement, ou la propriété intellectuelle. Laisse-nous stabiliser les choses. Tu sors avec dignité. Plus de caméras. Plus de gros titres. Tu peux même garder un titre. Tout le monde sauve la face. Ma mâchoire s'est crispée si fort que ça faisait mal. Il m'offrait un marché comme un voleur vous rend votre propre portefeuille après l'avoir déjà vidé. Il voulait les clés de mon entreprise. Il voulait mon système. Il voulait faire de mon travail sa propriété et ensuite appeler ça de la miséricorde. Je ne négocie pas dans un couloir, ai-je dit. Et même ça semblait trop. Son sourire s'est aiguisé. Alors d'ici midi, a-t-il murmuré, tu ne sauras plus rien. Helena s'est interposée entre nous sans rompre son pas, sa voix basse et contrôlée. Monsieur Holston, reculez. Toute communication passe par le conseil. Colton a levé les mains comme s'il avait été surpris en train d'essayer d'aider. Il nous a laissé partir parce qu'il n'avait pas besoin de nous poursuivre. Il croyait que la pièce lui appartenait. Il croyait que l'histoire lui appartenait. Et le pire, c'est qu'en surface, c'était déjà le cas. Des caméras aux portes, des journalistes dans le hall, ma mère en deuil noir, mon père serrant des mains comme un saint, Blair positionné comme une responsable des relations publiques, tout le monde me regardant comme si j'avais déjà été condamné. Nous avons atteint le couloir devant la salle d'audience 7. Je pouvais entendre le bruit étouffé des gens qui s'installaient, le grattement des chaises, l'urgence tranquille de la presse. Helena a posé les boîtes un instant et m'a regardé sans douceur. Souviens-toi, a-t-elle dit, ils te veulent réactif. Ils te veulent désordonné. Laisse-les faire leur spectacle. Aujourd'hui, il s'agit de procédure et de preuves. J'ai hoché la tête, mais ma gorge était serrée. Pas par peur du juge. Par quelque chose de plus ancien. Par le sentiment d'être le bouc émissaire de la famille, celui qu'ils pouvaient pointer du doigt chaque fois qu'ils avaient besoin d'un méchant pour paraître plus propre. Quand les portes se sont ouvertes, la galerie se remplissait déjà. J'ai vu les carnets de presse. J'ai vu les téléphones. J'ai vu le profil de mon père au premier rang, le dos droit, composé, prêt à être blessé devant la caméra. Le mouchoir de ma mère bougeait au bon moment. Le sourire narquois de Colton est revenu dès qu'il a pris sa place. Blair s'est à nouveau positionné, s'assurant d'être visible pour quiconque ferait plus tard une capture d'écran de la salle et appellerait ça des nouvelles. Je me suis assis à la table des accusés et j'ai posé mes mains sur le bois lisse. Le bruit du papier froissé semblait plus fort qu'il ne le devrait. Les pointes de stylo grattaient les bloc-notes comme des insectes. Helena a fait glisser une boîte plus près, puis une autre, calme comme un chirurgien. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée mon frère et j'ai compris avec une clarté maladive. Ils n'essayaient pas seulement de m'embarrasser. Ils essayaient de m'effacer de ma propre industrie. La faillite n'était pas le but final. C'était l'arme. S'ils pouvaient me déclarer insolvable dans une salle d'audience fédérale, les contrats gèleraient, les clients paniqueraient, et le monde que j'avais construit s'effondrerait sous une étiquette qu'ils avaient fabriquée. J'ai gardé le visage impassible, mais mon esprit a fait un bond en arrière de 8 ans, comme une porte s'ouvrant sur une pièce que je n'avais pas visitée depuis longtemps. Parce que cela n'a pas commencé avec une pétition. Cela a commencé avec un verdict rendu bien avant qu'un juge ne connaisse mon nom. Cela a commencé dans la bibliothèque de mon père à Scarsdale, un après-midi où je leur ai montré la chose en laquelle je croyais et où ils m'ont condamné pour cela, à la maison. Il y a 8 ans, la maison de Scarsdale sentait le bois poli et la cire de citron, le genre de parfum qui s'accroche à l'argent qui est resté trop longtemps dans une même famille. C'était la fin de l'automne, une lumière grise filtrant à travers de hautes fenêtres. Et je me tenais dans la bibliothèque avec une présentation que j'avais répétée jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Je n'étais pas naïf à leur sujet. Je savais que ma famille ne faisait pas dans la passion. Ils faisaient dans l'apparence. Ils faisaient dans la sécurité. Ils faisaient dans l'héritage. Mais je croyais, stupidement, sincèrement, que si je parlais leur langue, si je venais avec des chiffres, des projections et une structure claire, ils m'entendraient comme plus que l'original. J'ai posé mon ordinateur portable sur le lourd bureau et j'ai disposé des diapositives imprimées sur la table basse, comme des preuves dans une affaire. Technologie opérationnelle, sécurité des systèmes de contrôle industriel, sous-stations, traitement de l'eau, systèmes hospitaliers. Je leur ai expliqué la réalité, les anciens protocoles industriels qui faisaient encore tourner la moitié du pays, rafistolés à l'Internet moderne, vulnérables d'une manière que la plupart des gens n'imaginent jamais, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.
Je leur ai montré des rapports de menaces, des prévisions de marché, des études de cas. J'ai parlé de rançongiciels et d'attaques commanditées par des États, de la façon dont la ligne entre le cyber et le physique s'était déjà estompée, et de la façon dont la prochaine crise ne serait pas le vol de cartes de crédit, mais de l'eau empoisonnée ou un générateur d'hôpital en panne. J'ai parlé pendant 20 minutes d'affilée, le cœur battant, les mains stables parce que je les avais entraînés à l'être. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence si épais qu'il semblait que la pièce avait absorbé tous les sons. Mon père n'a pas regardé mes graphiques. Il m'a regardé. Riddleston s'est penché en arrière dans son fauteuil, les doigts joints, l'expression lisse et clinique. Ça, a-t-il dit, c'est un passe-temps. Le mot a frappé comme une gifle. Ce n'est pas un passe-temps, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. C'est critique, la demande. Il a levé une main, balayant ma phrase en plein vol. Nous gérons du capital, a-t-il dit. Nous ne rampons pas dans des salles de serveurs. Colton a ri depuis le canapé, pas fort, juste assez pour signaler son allégeance. Il a ramassé une de mes pages imprimées, a jeté un coup d'œil au titre et l'a reposé. Donc, en gros, tu es un mécanicien, a-t-il dit en souriant, avec un clavier. Les yeux de ma mère se sont adoucis de cette manière particulière dont les gens riches adoucissent leurs yeux lorsqu'ils décident de vous plaindre au lieu de vous respecter. Blair n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Elle était assise là comme si elle regardait quelque chose de malheureux arriver à quelqu'un d'autre, calculant déjà comment l'expliquer plus tard si quelqu'un le demandait. J'ai essayé une dernière fois. Je demande un capital d'amorçage, ai-je dit. Pas un cadeau, un investissement. Je le rembourserai avec intérêt. Traitez-le comme une transaction. Mon père a soupiré, le long soupir d'un homme accablé par un enfant qui refuse d'être commode. Dash, a-t-il dit, tu es intelligent, mais tu n'es pas fait pour ça. Tu t'attaches, tu obsèdes, tu vas brûler de l'argent en essayant de sauver le monde, et puis tu reviendras ici fauché. Il s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé la pelouse parfaitement tondue comme si c'était la preuve qu'il avait raison. Je ne financerai pas ton échec, a-t-il dit sans se retourner. Quand tu seras prêt à être sérieux, Colton pourra te trouver une place. Conformité, opération, quelque chose d'approprié. C'était le procès. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste une sentence prononcée comme une loi. Tu n'as pas ta place. Coupable de vouloir quelque chose qu'il ne comprenait pas. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai rassemblé mes papiers, les ai glissés dans mon dossier et je suis sorti de cette bibliothèque les mains stables et la poitrine vide. Je n'ai pas quitté ma famille dans une scène dramatique. Je suis simplement sorti de leur orbite et j'ai commencé à bouger comme un homme qui n'avait aucune intention de revenir en rampant. Brooklyn était l'opposé de Scarsdale à tous égards importants. Mon premier appartement était petit, bruyant et honnête, des murs fins, des radiateurs qui tremblaient, des sirènes au loin. J'ai pris un travail d'analyste parce que les factures ne se soucient pas de la fierté. La nuit, j'apprenais les protocoles de technologie opérationnelle jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai passé des heures dans des centres de données glaciales où personne ne demandait qui était mon père. La première fois que j'ai reçu un appel à 3 heures du matin parce qu'un système était en panne et qu'un client perdait de l'argent à la minute, j'ai senti la vérité s'installer dans mon corps, dans le monde réel, votre nom de famille n'est pas une qualification. La compétence l'est. J'ai appris à rester calme quand tout était bruyant. J'ai appris à suivre la procédure quand la panique voulait prendre le volant. J'ai appris qu'on peut être épuisé et toujours être précis. Cette discipline est devenue l'épine dorsale de tout ce que j'ai construit plus tard, même quand ma famille a essayé de me faire passer pour un gamin imprudent qui jouait à l'homme d'affaires. Et puis est venu Evan Pike. Evan n'était pas le genre de personne de ma famille. Il n'avait pas de pédigré ni de raffinement. Il avait un talent brut et du charme, du genre qui vous fait croire qu'il est de votre côté parce qu'il parle votre langue. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion sur la sécurité, avons commencé à travailler ensemble sur un prototype et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de penser que le partenariat pourrait être sûr. Je lui ai montré du code. Je lui ai montré des contacts. Je lui ai montré la forme de la chose que je construisais dans ma tête. Un matin, je me suis connecté à notre serveur partagé et je l'ai trouvé vide. Pas déplacé, pas réorganisé, disparu. Evan a disparu aussi. Pas de SMS, pas d'appel, juste un silence qui m'a tout dit. Des semaines plus tard,
j'ai entendu dire par ouï-dire qu'il avait vendu une version de notre prototype à un concurrent pour un gain rapide et avait appelé ça des affaires. Je me suis assis sur le sol de mon appartement, fixant mon ordinateur portable, ressentant le genre de trahison qui vous glace le sang. Je n'avais pas d'argent pour engager des avocats. Je n'avais pas de filet de sécurité familiale que j'étais prêt à toucher. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai reconstruit, ligne par ligne, à partir de zéro. Et pendant que je reconstruisais, j'ai écrit de nouvelles règles dans ma propre tête. Personne n'a l'image complète. Personne n'a les clés du cœur. Pas parce que je suis paranoïaque. Parce que j'ai appris à la dure que le monde ne vous protège pas. Vous vous protégez vous-même. C'est ainsi qu'a commencé Black Arbor Grid Shield. Pas dans un bureau brillant, mais dans un entrepôt froid à Red Hook, où le vent sentait le sel et le diesel, et où le sol semblait toujours humide. Ma première équipe était petite et étrange, de la meilleure façon, des gens qui ne rentraient pas dans les cases des entreprises, mais qui pouvaient surpasser n'importe qui. Nous avons construit Phantom Wire, un système de surveillance d'intrusion conçu pour rester silencieux à l'intérieur des réseaux industriels, observant, apprenant, détectant les anomalies sans rien ralentir. En technologie opérationnelle, les millisecondes comptent. Un hoquet peut signifier qu'une vanne tombe en panne, qu'un disjoncteur se déclenche, qu'un bras de machine bégaie. Notre logiciel devait être à la fois invisible et impitoyable. Notre premier vrai contrat est venu d'une compagnie d'électricité qui venait d'être touchée par un rançongiciel. Ils étaient désespérés. Les grandes entreprises leur ont donné des délais qui sonnaient comme des funérailles. Nous avons promis la vitesse et nous l'avons livrée. Lorsque ce premier chèque a été encaissé, je n'ai pas célébré. J'ai regardé le solde assez longtemps pour sentir mon cœur s'installer dans un nouveau rythme. Pas de soulagement, de la preuve. La preuve que je pouvais construire quelque chose de réel sans la permission de personne. Alors que nous nous développions et que nous déplacions nos opérations vers Long Island City, j'ai pris une décision qui a façonné les 8 années suivantes, je me suis caché. Pas du monde, mais de ma famille. J'ai gardé mon nom légal pour ce qu'il était. Mais dans les panels de l'industrie, les interviews, les communiqués de presse, j'ai utilisé une identité professionnelle, un tampon entre mon travail et l'écosystème Holston. Je ne l'ai pas fait pour le drame. Je l'ai fait parce que je les connaissais. S'ils sentaient le succès, ils ne me féliciteraient pas. Ils interviendraient. Ils attacheraient des ficelles. Ils transformeraient mon entreprise en une extension de leur image ou de leur bilan. Je ne voulais pas de leurs mains près de la chose que j'avais construite avec du sang et des nuits blanches. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. J'ai construit tranquillement. J'ai vécu modestement. J'ai tout réinvesti. J'ai gardé mon cercle restreint et mon noyau encore plus serré. Puis nous avons remporté le genre de contrat qui cesse d'être une nouvelle de start-up et commence à être une autre catégorie d'attention. Infrastructure critique, surveillance réelle, enjeux réels. Je n'ai pas fait sauter le champagne. Je n'ai pas posté à ce sujet. Je me suis assis seul dans mon bureau et j'ai senti une seule pensée percer l'adrénaline. Plus cela devient grand, plus les yeux regarderont. Et si ma famille le découvre un jour, ils n'auront pas besoin de mon adresse. Ils suivront simplement l'argent. Je pensais avoir construit une forteresse. Je n'avais pas réalisé que j'avais construit un phare. La nuit où c'est arrivé, j'étais à mon bureau en train d'examiner les délais de déploiement lorsque mon téléphone a vibré avec une notification bancaire. Puis une autre. Puis un email d'un huissier de justice. L'air dans mon bureau est devenu rare. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai vu le sceau du tribunal des faillites des États-Unis, noir et officiel sur papier blanc. Requête en faillite involontaire. Mon nom, mon entreprise, est là, comme un coup de feu sous forme numérique, 2,4 millions de dollars. Un nombre choisi pour faire halter les gens, choisi pour me faire paraître imprudent, choisi pour paraître crédible aux étrangers et dévastateur pour les clients. Je l'ai regardé jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Et à ce moment-là, j'ai compris exactement ce que mon père m'avait appris dans cette bibliothèque sans s'en rendre compte. Dans la famille Holston, la vérité n'a jamais été le but. Le contrôle l'a été. Et maintenant, il venait chercher le mien. La requête a frappé mon téléphone comme un coup de poing à la gorge. Ce n'était pas une rumeur, pas une menace, pas un email méchant transmis par un compte de potin de l'industrie. C'était officiel, estampillé, formaté de cette manière fédérale froide qui fait monter votre pouls avant même que votre cerveau ne rattrape le coup, In Redachel Mercé,
INRE Black Arbor Grid Shield. Une demande de mise en faillite forcée initiée par mon propre frère. Je l'ai lu une fois, debout dans mon bureau, puis une deuxième fois, assis, parce que mes genoux ont décidé qu'ils ne voulaient plus me porter. L'histoire à l'intérieur était presque élégante dans sa cruauté. Colton prétendait qu'il avait personnellement sauvé mon entreprise avec un prêt de 2,4 millions de dollars lorsque j'étais soi-disant désespéré, que je l'avais brûlé en quelques mois et que j'évitais maintenant le remboursement. Il me dépeignait comme imprudent, incompétent et malhonnête, le genre de fondateur qui joue au PDG jusqu'à ce que les factures arrivent. Ce n'était pas seulement un document juridique. C'était un scénario écrit pour les créanciers, les clients et quiconque avait déjà recherché mon nom. Et là, intégré entre les accusations, se trouvait le véritable objectif. Il ne demandait pas à un tribunal de l'aider à recouvrer sa créance. Il demandait à un tribunal de prendre le contrôle, de nommer quelqu'un qui pourrait entrer dans mon entreprise et toucher à la machinerie. Surveillance opérationnelle, langage de séquestre, autorité pour sécuriser les actifs, préserver la valeur, protéger les créanciers. Des mots qui semblent inoffensifs jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'ils déverrouillent. Il voulait accéder à mes opérations. Il voulait accéder à ma propriété intellectuelle. Il voulait le droit, sous le couvert de la loi, de mettre la main sur le cœur de ce que j'avais construit. J'ai continué à lire et j'ai trouvé le document qu'il savait qui frapperait le plus fort, un accord d'investissement stratégique. Il semblait légitime à première vue. Section, clause, formatage professionnel, le genre de choses qu'un avocat cher rédigerait et qu'une famille riche signerait sans sourciller. Il contenait une clause qui m'a fait tomber l'estomac. En cas d'instabilité financière, le prêteur, Colton Holston, se réservait le droit d'assumer le contrôle opérationnel temporaire et de nommer un conseil d'administration intérimaire pour sauvegarder l'investissement. Temporaire. Intérimaire. Sauvegarder. Tous les mots amicaux que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de voler quelque chose sans avoir l'air de voleur. Puis j'ai atteint la page de signature. Mon nom y figurait. Mon écriture. La forme des lettres était la mienne, de la même manière qu'un masque peut ressembler à votre visage. Mais c'était faux. Trop régulier. Trop lisse. La pression ne variait pas. Les courbes ne montraient pas la petite hésitation que ma main a toujours à cause d'une vieille fracture qui n'a jamais parfaitement guéri. Je m'étais cassé le poignet à l'université et depuis, ma signature avait une légère saccade involontaire là où le stylo changeait de direction. Celle-ci était stérile, comme si elle avait été dessinée lentement par quelqu'un qui retenait son souffle. Pas écrite, tracée, tirée de quelque chose que j'avais signé il y a des années et greffée à un mensonge. J'aurais dû ressentir du soulagement. La falsification signifiait que je pouvais la combattre. Mais le soulagement n'est pas venu, car plus j'approfondissais, plus je réalisais à quel point le mensonge avait été soigneusement construit. L'accord faisait référence à des détails opérationnels internes, des délais, une étape de déploiement, un emplacement dans notre séquence de déploiement qui n'était pas public. Loin de là. Ce n'était pas le genre de détail que l'on obtient d'un communiqué de presse ou d'un article de magazine spécialisé. C'était le genre de détail que l'on ne connaît que si l'on a vu le calendrier interne et le calendrier d'implémentation sécurisé. Quelqu'un à l'intérieur de mon entreprise parlait à mon frère. Cette pensée n'était pas émotionnelle. Elle était mécanique, comme un engrenage qui s'enclenche. Le document mélangeait un mensonge massif avec plusieurs vérités plus petites. C'est comme ça qu'on rend la fiction convaincante. On la pimente avec quelque chose de vérifiable. On fait penser au juge, à la presse, au client, s'il connaît ce détail, il doit être légitime. S'il connaît ce calendrier, il doit être impliqué. Mon téléphone a de nouveau vibré. Elena marquait. Je n'ai pas répondu par « bonjour ». J'ai répondu par « il l'a déposé ». Je sais, a-t-elle dit, et sa voix n'a pas changé. Viens ici maintenant. J'ai traversé Manhattan comme si je courais après l'oxygène. Le bureau d'Elena à Midtown était lumineux, calme et brutal dans son ordre. Verre, acier, lignes épurées, rien de sentimental. Quand je suis entré, je ne me suis pas assis. J'ai laissé tomber tout le dossier sur son bureau, assez fort pour que son stylo saute. Cet argent n'a jamais existé, ai-je dit. Et cette signature n'est pas la mienne. Elena n'a pas scié. Elle a mis ses lunettes de lecture et a parcouru les pages avec la patience de quelqu'un qui dissèque une menace. Nous allons traiter cela comme ce que c'est, a-t-elle dit. De front. Elle a tapoté la page de signature.
Premièrement, nous prouvons la fabrication. Analyse graphologique, jeu de comparaison avec vos contrats vérifiés, déclaration de revenus, pièce d'identité. Nous nous attaquons au numéro de routage qu'ils ont indiqué pour le prétendu virement. Nous assignons ces comptes à comparaître. Nous faisons en sorte que le tribunal recherche de l'argent qui n'a jamais bougé. Puis elle a tapoté les sections avec le langage de contrôle opérationnel. Deuxièmement, nous prouvons le mobile et la méthode. Ce n'est pas un différend familial. C'est une tentative de prise de contrôle alimentée par des fuites internes. J'ai montré le détail du déploiement que j'avais remarqué. Il ne devrait pas savoir ça. Les yeux d'Elena se sont aiguisés. Exactement. Et s'il le sait, cela signifie soit qu'il vous a piraté, soit qu'il a payé quelqu'un pour parler. Elle a tourné une autre page et s'est arrêtée à la notarisation. Le silence qui a suivi a duré un battement de cœur de trop. Le sceau du notaire était en relief, pas imprimé. Une presse physique, une impression en relief réel. Et le nom dans l'anneau qui l'entourait n'était pas celui de Colton. Ce n'était pas un notaire au hasard. Marjorie Holston. Ma mère. Pendant une seconde, mon cerveau a essayé de me protéger avec le vieux mensonge que j'avais porté pendant des années. Colton est le problème. Reed le permet. Marjorie ne fait que suivre. Blair ne fait que gérer les apparences. Cette histoire me permettait de fonctionner. Elle me permettait de compartimenter. Elle me permettait d'imaginer que ma mère était faible, pas malveillante. Mais ce saut n'était pas de la faiblesse. Un saut est une action. Un saut signifie qu'elle a tenu le papier dans ses mains et y a imprimé son autorité. Ou qu'elle a laissé quelqu'un prendre cette autorité et l'utiliser. Quoi qu'il en soit, ma famille ne regardait pas Colton me faire du mal. Il participait. La voix d'Elena a percé le brouillard. Cela change la portée, a-t-elle dit calmement. Si sa commission est expirée, ce n'est pas seulement une faute professionnelle, c'est une fraude. Si elle est active, alors elle a notarié une signature falsifiée. Quoi qu'il en soit, elle est liée au document d'une manière que personne ne peut ignorer. J'ai dégluti difficilement. Ma gorge était à la fois à vif et sèche. Je me suis toujours dit qu'elle n'irait pas si loin. Elena m'a lancé un regard qui n'était pas méchant, juste honnête. Les gens vont plus loin quand les enjeux sont la peur et l'argent. Elle a fait glisser la requête vers moi et a montré une section qui n'était pas surlignée, pas dramatique, mais mortelle. Maintenant, nous parlons de pourquoi ils ont choisi la faillite. Je savais. Je ne voulais pas le dire, mais je savais. Elena ne m'a pas laissé l'éviter. Vos contrats ont des clauses de stabilité, a-t-elle dit. Une procédure de faillite déclenche un examen. Peu importe qu'elle soit réelle ou frivole. Ils font une pause. Ils gèlent. Ils ne se soucient pas de votre drame familial. Ils se soucient du risque. L'air dans la pièce semblait plus rare, car c'était la véritable cible. Pas ma fierté, pas ma réputation, pas même le mensonge de 2,4 millions de dollars. La cible était le travail, les déploiements, la confiance que nous avions gagnée avec des systèmes critiques qui ne peuvent pas se permettre le chaos. Ils n'ont pas besoin de prouver que vous êtes fauché, a dit Elena. Ils ont seulement besoin de vous entraîner dans le processus assez longtemps pour que la surveillance panique. Ensuite, ils se présentent en offrant leur aide. Ils positionneront Colton comme l'alternative stable qui peut protéger l'actif. J'ai regardé les papiers et j'ai senti quelque chose de plus aigu que la peur prendre le dessus. De la colère, oui, mais pas du genre bruyant. Du genre concentré. Le genre qui vous fait arrêter de penser à ce que vous voulez crier et commencer à penser à ce que vous devez construire. Ces détails internes, ai-je dit doucement, c'est le point faible. C'est le point d'entrée, a corrigé Elena. Et c'est aussi notre levier. S'ils ont quelqu'un à l'intérieur, nous pouvons faire en sorte que cette fuite travaille pour nous. J'ai baissé les yeux sur l'accord à nouveau. Le mensonge n'était pas seulement que l'argent avait bougé. Le mensonge était qu'il avait le droit de mettre les pieds dans mon entreprise. Si je pouvais prouver qu'il se nourrissait d'informations volées, toute sa posture de créancier inquiet s'effondrerait. Et s'il agissait sur un faux détail interne, nous pourrions le prendre dans un faux pas juridique qu'il ne pourrait pas expliquer. Elena s'est penchée en avant. Voici comment nous allons faire. Bouclier et épée. Elle l'a énuméré comme une liste de contrôle, parce que c'est ainsi qu'elle se battait. Bouclier, analyse graphologique. Validation du numéro de routage.
Assignation des relevés bancaires. Audit des livres de votre entreprise. Montrer la solvabilité. Montrer l'absence de tout virement de 2,4 millions de dollars. Détruire la prémisse. Puis elle a fait une pause et a laissé la deuxième partie atterrir. Épée, des informations contrôlées. Nous plantons un détail si spécifique qu'il ne peut provenir que de votre cercle restreint. Une fausse relocalisation d'actifs. Une fausse destination. Si le camp de Colton y fait référence dans une motion, un affidavit, un dépôt d'urgence, nous prouvons qu'il a un accès non autorisé aux communications internes. Ce n'est pas un drame familial. C'est de l'espionnage. J'ai imaginé mon bureau, mon équipe. Des gens que j'avais promus, en qui j'avais confiance, que je payais bien, que je défendais. Des gens qui connaissaient les rythmes nocturnes de nos calendriers de déploiement et le langage privé que nous utilisions lorsque nous étions sous pression. Mon estomac s'est noué. Donc, je dois y retourner et faire semblant d'être acculé. Oui, a dit Elena. Tu ne peux pas exploser. Tu ne peux pas purger. Tu ne peux pas effrayer la fuite. Tu agis stressé. Tu agis vulnérable. Et tu donnes une note de service à un petit groupe. Ensuite, nous attendons et nous regardons de quel côté l'eau coule. J'ai regagné Long Island City avec la requête sur mon siège passager, comme si elle était radioactive. Quand je suis entré dans le bureau, les lumières étaient vives, le bourdonnement des serveurs réguliers, le rythme habituel des gens qui travaillaient avec un but. En surface, rien n'avait changé. Mais j'ai senti le changement. Chaque rire dans le couloir, chaque regard, chaque téléphone levé trop rapidement. Mon esprit l'a marqué d'un point d'interrogation. J'ai dépassé des bureaux et j'ai forcé mon visage à rester calme. J'ai hoché la tête à des gens familiers et j'ai eu l'impression de marcher dans ma propre maison après avoir découvert que quelqu'un avait copié les clés. Dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Puis j'ai ouvert un document vierge. J'allais écrire une note de service. Elle serait estampillée « confidentielle ». Elle inclurait une destination qui n'existait pas pour nous. Elle se lirait comme un PDG désespéré essayant de sauver son entreprise d'un gel judiciaire. Et puis j'allais attendre que mon frère fasse un geste qu'il ne pourrait absolument pas justifier. Au début de la semaine précédant l'audience, la rumeur s'était déjà métastasée. Dans cette industrie, les gens n'attendent pas les faits. Ils attendent les signaux. Une requête en faillite est un signal. Même si c'est un mensonge, cela fait quand même trembler les cages. Les fournisseurs commencent à appeler. Les prospects font une pause. Les concurrents commencent à rôder. Et à l'intérieur de Black Arbor Grid Shield, la tension flottait dans l'air comme de l'électricité statique. Notre bureau à Long Island City était généralement bruyant, de la meilleure façon, des tableaux blancs remplis de notes de déploiement, des ingénieurs se disputant sur des cas limites, le cliquetis silencieux des claviers construisant quelque chose qui comptait. Cette semaine-là, c'était différent. Les conversations s'arrêtaient quand je passais. Les gens vérifiaient leur téléphone trop souvent. L'anxiété se propageait dans les locaux comme une vibration. J'avais envie de frapper du poing sur une table et d'exiger des réponses. J'avais envie de consulter les journaux de sécurité et d'interroger tout le monde. Mais ce n'était pas de la stratégie. C'était de l'émotion. Et l'émotion était exactement ce que Colton attendait de moi. Il voulait que j'implose. Il voulait que je transforme ma propre entreprise en une scène de crime pour pouvoir pointer du doigt et dire, vous voyez, il ne peut pas gérer ça. Alors, j'ai fait le contraire. Je suis devenu la version de moi-même qui effraie les gens comme Colton le calme. J'ai programmé une réunion à huis clos avec le seul groupe qui pouvait détenir le niveau d'information auquel mon frère avait fait référence. 6 personnes, mon ingénieur en chef, mon architecte système, le chef de projet du déploiement de l'infrastructure, les opérations, la conformité, les finances. Les personnes qui détenaient les clés du calendrier et de la logistique. Ils sont entrés dans la salle de conférence vitrée avec des visages prudents. Je n'ai pas offert de réconfort. Je n'ai pas offert de panique. J'ai offert une direction. Nous sommes attaqués, ai-je dit, légalement et sur le plan de la réputation. Et nous allons gérer cela par la procédure. J'ai établi la règle avant de poser l'appât. Pas de Slack, pas de mail, pas de SMS. Instruction verbale uniquement. Si quelqu'un prend des notes, les notes me reviennent à la fin de cette réunion. Si quelqu'un demande de la documentation, vous le renvoyez au conseil.
Si quelqu'un en dehors de cette salle demande ce que nous faisons, la réponse est les affaires comme d'habitude. J'ai observé leur réaction comme on observe une table de poker. Pas parce que j'aimais ça, mais parce que je devais le faire. Qui a immédiatement cherché une échappatoire? Qui a semblé soulagé par la structure? Qui a semblé trop intéressé? Puis j'ai fait glisser la note de service sur la table. Papier uniquement, tampon interne, en tête d'urgence. Je n'ai pas dit la destination au début. Je les ai laissés lire. La note expliquait dans un langage d'entreprise concis qu'en raison de la procédure de faillite en cours, il y avait un risque qu'un syndic désigné par le tribunal tente de geler les actifs physiques et numériques à New York. Elle présentait l'étape suivante comme une mesure de protection temporaire pour préserver la continuité des opérations, pas une dissimulation. Elle nommait des catégories spécifiques, disques de sauvegarde, racks de serveurs liés au projet d'infrastructure actuel, et des copies hors ligne de la propriété intellectuelle critique. Puis elle énonçait l'action, relocalisation dans un coffre-fort sécurisé. Charleston, Caroline du Sud. Une date, une fenêtre horaire, un point de rassemblement. Des codes de conteneurs, des listes d'inventaire. Un itinéraire qui semblait plausible. C'était écrit avec assez de grain et de spécificité pour paraître réel, parce que les mensonges ne fonctionnent que s'ils ont le goût de la vérité. Charleston n'était pas dans notre système. Nous n'avions aucune installation là-bas. Nous n'avions aucun fournisseur là-bas. Nous n'avions aucune raison de toucher à la Caroline du Sud. C'était le but. J'ai observé leurs yeux pendant qu'ils lisaient. L'ingénieur en chef a froncé les sourcils, agacé par le travail supplémentaire. Les épaules de l'architecte se sont crispées, inquiets, mais concentrés. La conformité a cligné des yeux lentement, calculant le risque. Les finances ont parcouru la liste d'inventaire comme s'ils voyaient déjà des dépassements de coûts. Et puis Tran Caldwell, notre chef de projet, a posé exactement la question que j'avais besoin qu'il pose. Est-ce que c'est légal, a-t-il dit, la voix contrôlée. Si nous sommes déjà en procédure. J'ai répondu comme un PDG acculé répondrait, pas comme la vérité le ferait. C'est une mesure de préservation, ai-je dit. Nous ne cachons rien. Nous assurons la continuité. Je prends la responsabilité. Je n'ai pas surexpliqué. Surexpliquer est un indice. J'ai laissé le poids peser et j'ai regardé ce qu'ils en faisaient. Le regard de Tran est revenu à la page. Il n'a rien écrit, mais il a fixé l'adresse de Charleston un battement de trop, comme s'il la photographiait avec ses yeux. Sa respiration a changé, subtilement, mais elle a changé. Le genre de changement que l'on ne remarque que si l'on y prête attention. J'ai rapidement mis fin à la réunion. Cela quitte le bâtiment ce soir, ai-je dit. Et cela reste dans cette salle. Ils sont sortis avec la vitesse prudente de personnes portant un secret qu'elles ne voulaient pas laisser tomber. Je suis resté derrière, debout dans l'ombre du mur de verre pour pouvoir voir le couloir sans être vu. Tran a dépassé son bureau, dépassé la salle de pause, s'est dirigé directement vers les ascenseurs, se déplaçant rapidement, mais essayant d'avoir l'air normal. Il a atteint le hall et a continué à travers le verre. Je l'ai regardé traverser le parking. Il a sorti son téléphone avant d'atteindre sa voiture. Pas pour envoyer un SMS, pour appeler. Il a fait les 100 pas, la tête baissée, la main serrée autour de l'appareil, le corps incliné, comme s'il savait qu'il était observé, même s'il ne me voyait pas. Mon estomac ne s'est pas retourné. Il s'est calmé. Un calme terrible. J'ai quitté le bureau et je me suis rendu directement à la salle de crise d'Elena à Midtown. Sa table de conférence était déjà ensevelie sous des classeurs et des rapports d'expertise. Le bouclier se mettait en place exactement comme elle l'avait promis. Analyse graphologique avec des superpositions sur des échantillons vérifiés, une vérification du numéro de routage qui a échoué à la validation, et des assignations à comparaître passant par des canaux qui ne se soucient pas des noms de famille. Elena a exposé la situation avec une précision clinique. S'il prétend avoir viré de l'argent, nous le forçons à montrer le virement. S'il ne peut pas, toute sa requête ressemble à de la mauvaise foi. Si nous prouvons votre solvabilité, nous sapons le fondement. Et si Charleston apparaît de son côté, n'importe où motion, affidavit, dépôt d'urgence, nous prouvons qu'il a accès à des informations internes par des moyens inappropriés. J'ai hoché la tête, puis j'ai fait la chose que je ne m'attendais pas à faire au milieu d'une guerre juridique. J'ai passé un appel téléphonique pour protéger le travail. Martha a répondu à la deuxième sonnerie,
la personne chargée de la surveillance des contrats, celle dont le travail était d'éloigner les risques des systèmes critiques. C'est Dachel Mercé, ai-je dit, en gardant mon ton stable. Je vous informe qu'une action en justice malveillante a été intentée contre mon entreprise. Nous la contestons. Nous restons pleinement opérationnels. Je voulais que vous l'entendiez directement de moi, et je veux que toute correspondance prétendant à une tutelle ou à une saisie d'actifs soit vérifiée par mon conseil avant que toute action ne soit prise. Il y a eu une pause, du genre qui vous dit que quelqu'un vous jauge. Merci, a-t-elle dit. Nous le signalerons. Gardez votre maison en ordre. Je le ferai, ai-je dit, et je le pensais. Quand j'ai raccroché, le poids dans ma poitrine s'est déplacé. Il ne s'agissait plus seulement de mon nom. Il s'agissait de maintenir un projet en mouvement qui ne pouvait pas se permettre d'interruption. De protéger des personnes qui ne sauraient jamais que ma famille a essayé de couper le courant de leur système juste pour gagner une guerre privée. Le téléphone d'Elena a vibré alors que j'étais encore debout là. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a levé les yeux vers moi. « Il prépare quelque chose », a-t-elle dit. « Une motion d'urgence. » Mon pouls n'a pas bondi, il s'est aiguisé. « Bien », ai-je dit doucement. Car si l'équipe de Colton se présentait au tribunal en prétendant que je cachais des actifs et qu'ils utilisaient Charleston comme justification, ils ne feraient pas seulement une accusation. Ils laisseraient des empreintes digitales. Ils admettraient qu'ils savaient quelque chose qu'ils n'avaient aucun droit de savoir. Et une fois qu'ils auraient fait ça, l'histoire ne porterait plus sur ma prétendue insolvabilité. Elle porterait sur jusqu'où ils étaient prêts à aller pour s'emparer de ce qui ne leur appartenait pas. J'ai quitté Midtown et j'ai regagné Queens sous un ciel couleur d'acier. Dans ma tête, j'ai passé en revue les jours suivants comme une liste de contrôle. Restez calme. Restez procédural. Gardez l'appât crédible. Laissez la fuite se propager. Laissez l'autre côté commettre l'erreur. Car s'ils allaient transformer ma vie en spectacle, alors j'allais m'assurer que la scène finale appartiendrait aux faits, pas à la performance. Elena a appelé avant l'aube, le genre d'appel qui vous dit de ne pas vous donner la peine de prétendre que vous dormiez. Sa voix était sèche et stable, mais je pouvais entendre une tension sous-jacente. « Ouvre l'email du greffe du tribunal », a-t-elle dit. Maintenant. Je me suis tenu dans ma cuisine à Brooklyn, les pieds nus sur le carrelage froid, l'ordinateur portable ouvert sur le comptoir comme une confession. La ligne d'objet a fait se contracter ma mâchoire, requête d'urgence pour une ordonnance de restriction temporaire. J'ai cliqué. J'ai lu la première page, puis la deuxième, puis le paragraphe qui a fait se figer mon estomac. Charleston, Caroline du Sud. Il n'était même pas subtil. Le conseil de Colton prétendait que je me préparais à détourner des actifs de l'entreprise vers une installation sécurisée à Charleston pour les cacher aux créanciers et au tribunal. Il demandait une réparation immédiate, des ordonnances de gel, des interdictions. Un ordre du tribunal qui leur permettrait de me dépeindre comme un homme fuyant avec un sac d'argent dans la nuit. Charleston n'existait nulle part dans mes opérations réelles. Elle ne vivait que dans la note de service en papier que j'avais remise à 6 personnes dans une salle de conférence vitrée. C'était tout. Pas de fournisseur, pas de billets logistiques, pas de bons de commande, pas d'entrepôt, pas d'installation enregistrée. Si cela apparaissait dans un dépôt sous serment, cela signifiait que l'appât avait voyagé exactement là où Elena et moi en avions besoin. Mais ce qui a frappé plus fort que la satisfaction d'avoir raison, c'est ce que Charleston représentait. Ce n'était pas seulement la preuve d'une fuite. C'était la preuve d'une intention. Ils ne cherchaient pas le remboursement. Ils essayaient de tirer si fort sur le frein d'urgence de mon entreprise qu'il se casserait. Elena ne m'a pas laissé flotter dans le moment. « C'est bien », a-t-elle dit. « Et c'est dangereux. »« À cause du projet », ai-je dit. « À cause des clients », a-t-elle corrigé. « Ils ne s'arrêteront pas au tribunal. Un dépôt comme celui-ci est utilisé comme levier. Ils contacteront quiconque vous paie et quiconque vous fait confiance. Ils utiliseront la peur comme une arme. Ils essaieront de geler les paiements, de retarder la mise en œuvre et de vous faire paraître instable. » J'ai regardé les mots « ordonnance de restriction temporaire » et j'ai pensé aux personnes qui ne se souciaient pas de mon nom de famille, seulement du risque qu'ils pourraient apporter à leur système. Services publics, infrastructures municipales, soins de santé. Des institutions qui vivent et meurent de la continuité. Au moment où ils entendent « faillite », ils imaginent le chaos. Au moment où ils entendent « syndic », ils imaginent des étrangers avec autorité.
Au moment où ils entendent « relocalisation », ils imaginent une entreprise qui essaie de fuir. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'Elena. Pas une question, une confirmation. J'ai vérifié le notaire, a-t-elle texté. La commission de Marjorie a expiré il y a des années. Je l'ai lu 2 fois, puis à nouveau lentement, comme si mes yeux pouvaient en changer le sens. Expiré il y a des années. Ce saut sur l'accord falsifié n'était pas seulement contraire à l'éthique. Ce n'était même pas seulement une fraude au sens abstrait. C'était un acte répréhensible spécifique et prouvable. Soit ma mère avait apposé un sceau expiré sur un document, soit quelqu'un avait utilisé son sceau pendant qu'elle regardait ailleurs, soit elle avait menti sur son statut pendant des années. Aucune de ces versions ne me permettait de continuer à me dire qu'elle était simplement prise dans la tempête de Colton. Ma guerre interne a changé à ce moment-là. Ce n'était plus moi contre mon frère. C'était moi contre toute la machine Holston, polie, entraînée et prête à réduire ma vie en cendres pour garder le contrôle du récit. Elena a rappelé. Il y a plus, a-t-elle dit. J'ai rouvert la pièce jointe de l'ordonnance, cette fois en lisant pour les indices techniques au lieu de l'émotion. Elena m'a guidé comme un chirurgien. Page 7. Cette ligne sur la phase de déploiement échelonné. Cette référence à la fenêtre d'intégration. Je l'ai trouvée et ma gorge s'est serrée. Il faisait référence à un composant de notre déploiement qui n'était pas public et n'était pas général. C'était le genre de détail qui vivait dans notre calendrier de projet et le calendrier d'ingénierie interne. Quelque chose qu'un consultant ne pouvait pas deviner, quelque chose qu'un observateur occasionnel ne pouvait pas déduire. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui répète la note de service, a dit Elena. Ils ont un accès opérationnel. Cela signifiait que la fuite n'était pas un lapsus ponctuel. Cela signifiait que quelqu'un pouvait voir ce que nous faisions, quand nous le faisions et comment nous le faisions. Quelqu'un d'assez proche pour causer des dommages sans jamais mettre les pieds dans une salle de serveur. Je voulais réagir, verrouiller les comptes, retirer les badges, licencier des gens en masse et gérer les retombées plus tard. Mais Elena m'avait déjà prévenu de ce que cela ferait. Si je faisais des mouvements brusques, la fuite disparaîtrait dans un nouveau canal, un téléphone prépayé, une réunion au café, l'avocat d'un cousin, quelque chose que je ne pourrais pas tracer. Alors, je n'ai rien fait de bruyant. J'ai fait des choses silencieuses. Cet après-midi-là, je me suis assis avec notre responsable informatique interne et j'ai donné des instructions comme si je commandais une rénovation, pas une opération de contre-espionnage. Nous avons resserré les autorisations par couche, sans claquer de porte, juste en rétrécissant les couloirs. Nous avons créé des filigranes individualisées pour les documents sensibles afin que la vue de chaque personne porte un identifiant subtil. Rien d'évident, rien qui criait « piège », juste assez pour que si le contenu bougeait, nous sachions de quelle version il provenait. Nous avons activé une journalisation plus approfondie sur le serveur du projet, qui a ouvert quoi, depuis quel appareil, depuis quel réseau, à quelle heure, combien de temps il est resté ouvert. Nous avons ajouté des alertes pour les téléchargements de documents de calendrier et de résumés d'architecture qui n'avaient aucune raison légitime d'être consultés à minuit. Le soir, le premier rapport est tombé dans ma boîte de réception. Il était sec. Il était technique. C'était le genre de choses que l'on peut fixer longtemps sans respirer parce que cela ne ressemble pas à de la trahison jusqu'à ce que l'on comprenne ce que cela signifie. Un compte de gestion de projet a accédé au calendrier de déploiement à une heure qui ne correspondait à aucun travail programmé. Ce n'était pas une urgence de fin de soirée. Ce n'était pas une panne. C'était le mauvais type d'accès. Silencieux, délibéré et étrangement chronométré. J'ai croisé les horaires. L'activité du compte correspondait au domaine de contrôle de Tran. Cela ne prouvait pas que Tran l'avait fait, mais cela prouvait que l'information se déplaçait dans son voisinage. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas changé son accès. Je n'ai même pas laissé mon expression changer quand je l'ai croisé dans le couloir le lendemain matin. S'il était le conduit, il devait se sentir assez en sécurité pour continuer à parler. Pendant ce temps, Elena se préparait pour l'audience comme si c'était à la fois un événement juridique et un événement médiatique. Parce qu'à Manhattan, ces deux choses partagent le même oxygène. Nous avons prédit des caméras. Nous avons prédit des citations plantées. Nous avons prédit une angoisse organisée. Votre travail, m'a-t-elle dit, est d'être un mur. Pas de réaction. Pas de dispute dans le couloir. Pas de phrase choc. Vous ne gagnez pas cela dans le hall. Vous le gagnez dans la transcription,
car la transcription est la seule chose qu'ils ne peuvent pas modifier. Cette nuit-là, alors que je pensais enfin avoir quelques heures de silence, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. Un DSI d'hôpital de Tri-State Metro Care. Je l'avais rencontré 2 fois, les 2 fois dans des salles où tout sentait le désinfectant et l'urgence. Dash, a-t-il dit, la voix tendue. Nous avons reçu un email concernant un syndic et un processus de vérification des actifs. Il mentionne Charleston. Il fait référence à votre entreprise et prétend à une ordonnance du tribunal. Mon estomac s'est de nouveau glacé, mais cette fois ce n'était pas par choc. C'était par reconnaissance. Elena l'avait prédit. Ils allaient au-delà des dépôts judiciaires. Ils essayaient de toucher les clients. Ne faites rien, ai-je dit. Transférez-le-moi. Incluez les en-têtes complets. Nous n'avons pas répondu, a-t-il dit. Mais ça a l'air officiel. Le conseil d'administration pose déjà des questions. Je m'en occupe, ai-je dit, et les mots semblaient plus lourds que n'importe quel vœu que j'ai jamais fait. Vous avez bien fait d'appeler. Quand j'ai raccroché, je suis resté dans mon appartement, les lumières éteintes, regardant Brooklyn comme si la ville pouvait offrir une réponse. Je ne savais pas jusqu'où ils iraient, mais je connaissais la direction. Ils ne visaient plus à m'embarrasser. Ils visaient à créer une crise si bruyante que tout le monde les accepterait comme la solution. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé l'horloge. J'ai écouté la ville. J'ai attendu la prochaine sale étape, car je la sentais venir avec la certitude de la météo. Le matin de l'audience, Manhattan avait l'air comme d'habitude quand il essaie de faire semblant que l'hiver n'a pas d'importance. Ciel gris, vent vif, des gens qui se déplacent vite comme si la vitesse pouvait changer la température. Devant le palais de justice fédéral, des caméras étaient déjà regroupées sur les marches, les objectifs pointés comme des armes, des journalistes répétant les mêmes questions avec la même cadence. Je suis sorti de la voiture et les flashs m'ont frappé comme un mur de lumière. Pendant une fraction de seconde, j'étais de retour dans ma vingtaine, entrant dans une pièce pleine d'amis des Holston qui avaient déjà décidé que j'étais le problème. Puis j'ai senti Elena à mes côtés, se déplaçant avec le calme de quelqu'un qui avait fait ça 100 fois et n'avait jamais laissé la panique prendre le dessus. Les yeux droits devant, a-t-elle murmuré. Pas de bouche. Des micros se sont tendus vers moi. Quelqu'un a crié mon nom comme si c'était un verdict. Une autre voix a crié « 2,4 millions », comme si dire le nombre à voix haute le rendait réel. Je n'ai pas tressailli. Je ne me suis pas retourné. J'ai marché à travers eux comme si l'air autour de moi était épais mais inoffensif. À l'intérieur, le hall de marbre brillait, trop propre pour ce que les gens y faisaient. Reed Holston était là, grande posture, costume parfait, serrant des mains comme si c'était un gala et non une salle d'audience. Marjorie était assise avec ce même chagrin composé qu'elle avait pratiqué pendant des décennies, vêtements noirs et une écharpe délicate, les yeux humides au coin aux moments exacts. Blair se tenait là où les caméras pourraient la voir si elle balayait la salle, habillée avec élégance, le visage soigneusement neutre. Colton attendait près du couloir menant à la salle d'audience, et quand il m'a vu, il a fait ce qu'il a toujours fait. Il a souri comme s'il possédait la faim. Il s'est mis sur mon chemin, juste à la bonne distance pour que les gens autour puissent t'entendre sans que cela ressemble à une scène. J'ai essayé de te sauver, a-t-il dit doucement, dégoulinant de supériorité morale. Tu n'avais pas à te faire ça. C'était conçu pour accrocher mon émotion et la traîner en public. Les mots n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour le clip, le récit, la version de l'histoire où il est le frère qui a offert de l'aide, et je suis l'homme trop fier pour l'accepter. Ma poitrine s'est serrée, ma bouche a presque bougé. La main d'Elena s'est posée sur mon avant-bras comme un frein. Pas rude, pas dramatique. Juste assez pour rediriger mon corps au-delà de lui. Pas ici, a-t-elle dit si doucement que cela aurait pu être un souffle. Nous avons continué à marcher. Le sourire de Colton a tenu une seconde de plus, puis s'est aplati lorsque nous ne lui avons rien donné à récolter. À mi-chemin du couloir, mon téléphone a vibré. C'était à nouveau le DSI de Tri-State, et le timing seul m'a dit que ce n'était pas une mise à jour. C'était une escalade. Dash, a-t-il dit sans préambule. Nous avons reçu un deuxième message. Il ne s'agit pas seulement d'actifs. Il demande des identifiants. J'ai arrêté de marcher juste un battement de cœur, puis j'ai continué à bouger pendant qu'Elena observait mon visage. Quels identifiants, ai-je demandé. Accès route, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée sur les mots.
Ils prétendent être un syndic désigné par le tribunal. Ils disent qu'ils doivent vérifier les systèmes avant le transfert à Charleston. Ils demandent le mot de passe pour les interfaces de contrôle de l'oxygène et du support de vie. Un instant, le bruit du couloir a disparu. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles. Parce que ce n'était pas seulement du harcèlement. C'était quelqu'un qui tendait la main vers la gorge d'un hôpital. Ne leur donnez rien, ai-je dit, ma voix tombant dans le ton que j'utilise lors des incidents à 3 heures du matin. Verrouillage. Liste blanche uniquement pour les IP connus. Isoler l'interface d'administration. Transférer l'email avec les en-têtes complets. Je veux le chemin source et toutes les pièces jointes. Nous avons déjà gelé la demande, a-t-il dit. Mais ça ressemble à une ordonnance du tribunal. Les gens ont peur. Ils comptent là-dessus, ai-je dit. La peur est l'outil. La procédure est le bouclier. Envoyez-moi tout. J'ai raccroché et j'ai regardé Elena. Je n'ai pas eu à expliquer. Mon visage lui en a dit assez. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a demandé ce qui comptait. L'as-tu ? Pas encore, ai-je dit. Mais il mentionne Charleston. Les yeux d'Elena se sont durcis. Alors c'est lié. Et si c'est lié, ce n'est pas seulement un litige de mauvaise foi. C'est de l'usurpation d'identité et une tentative d'intrusion. Nous avons fait un détour par le centre d'affaires du bâtiment, le genre de salle de bureau fade destinée aux gens qui impriment des pièces à conviction et pris sur des classeurs. Elena s'est déplacée rapidement, toute concentrée, sans mouvement inutile. Je lui ai transféré l'email du DSI dès qu'il est arrivé dans ma boîte de réception. Elle n'a pas seulement imprimé le corps du message. Elle a imprimé les en-têtes, le chemin de routage, les empreintes digitales techniques auxquelles les gens comme Colton ne pensent jamais parce qu'ils supposent que le monde fonctionne sur les apparences. Pendant que l'imprimante crachait des pages, j'ai scanné les horodatages. L'email avait été envoyé quelques minutes avant que nous n'entrions dans le palais de justice. Pas des heures, pas la nuit dernière, des minutes. Ce qui signifiait que celui qui l'avait envoyé était soit imprudent au-delà de toute raison, soit assez proche pour le faire en étant assis à l'intérieur de ce bâtiment, caché par le bruit de l'audience. Elena a empilé les pages comme des munitions. Cela change la posture, a-t-elle dit. Le juge ne traitera pas cela comme des frères se disputant de l'argent une fois que nous aurons montré une fausse ordonnance du tribunal visant un système hospitalier. J'ai avalé l'envie de retourner dans le hall et de traîner Colton par le col devant chaque caméra. C'est ce qu'il voulait. C'est ce vers quoi il m'avait entraîné toute ma vie. Au lieu de cela, j'ai fait ce que mon entreprise m'avait appris à faire. Le traiter comme un incident. Contenir, préserver les preuves, escalader par les canaux appropriés. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, et l'air y était différent, plus dense, comme si tout le monde retenait le même souffle. Des avocats à des tables, des greffiers qui s'installaient, des observateurs dans les rangées du fond comme s'ils regardaient du théâtre. J'ai balayé la galerie, non par paranoïa, mais parce que la paranoïa est inutile et que l'observation ne l'est pas. Et il était là. Frank Caldwell, assis près de l'arrière, casquette basse, veste de l'entreprise IP, positionné près de l'allée comme un homme qui s'attendait à partir rapidement. Il ne me regardait pas comme un employé inquiet pour son PDG. Il me regardait comme quelqu'un qui regarde un flux en direct, attendant de faire son rapport. Ma main s'est crispée sur le bord de la table alors qu'Elena se glissait à sa place à côté de moi. De l'autre côté de l'allée, Gideon Price, l'avocat de Colton, arrangeait ses documents avec une précision suffisante. Colton était assis derrière lui, la posture détendue, les yeux baissés vers son téléphone sous la table comme une habitude qu'il ne pouvait pas rompre. Reed et Marjorie portaient leur masque public. La mâchoire de Reed crispée de déception vertueuse. Les doigts de Marjorie enroulés autour de son mouchoir comme un accessoire qu'elle avait répété. Blair se tenait immobile, soigneusement prête pour la caméra même si aucune caméra n'était autorisée à l'intérieur, car elle comprenait quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, les salles d'audience ont leur propre public. Elena a placé l'email imprimé en haut de notre pile, là où elle pourrait l'atteindre d'un seul mouvement. Je pouvais sentir mon cœur battre, mais il ne me contrôlait pas. J'étais au-delà de l'embarras maintenant, au-delà de la douleur familiale, au-delà du vieux désir d'être compris. S'ils étaient prêts à se faire passer pour un syndic pour fouiller dans les systèmes de survie, alors ils n'essayaient pas seulement de ruiner ma carrière. Ils mettaient en danger des personnes qui n'avaient rien à voir avec les Holston, rien à voir avec mon nom de famille, rien à voir avec mon enfance.
Le greffier a appelé la salle à l'ordre. Les chaises ont bougé, les papiers ont chuchoté. Le juge est entré et la température a semblé baisser d'1 degré de plus. J'ai regardé droit devant moi, les mains immobiles, le visage illisible, car c'était le seul moyen d'empêcher que cela ne devienne le cirque que ma famille avait prévu. Et alors que l'audience commençait, je savais une chose avec une clarté absolue. Il suffirait d'une seule question bien formulée sur un contrat d'infrastructure fédérale et les obligations qui y sont liées, et l'histoire qu'ils avaient construite faillite, inquiétude, indignation morale s'effondrerait sous le poids de ce qu'ils avaient réellement fait. Pas dans le hall, pas devant la caméra, dans le procès-verbal. Là où les mensonges vont pour mourir. La salle d'audience ressemblait à un décor construit pour me tuer en public. La galerie était bondée, journalistes, familles, amis, des gens qui avaient déjà décidé quel genre d'homme j'étais. J'étais assis là où ils voulaient que je sois, à la table des accusés, la colonne vertébrale droite, les paumes sur le bois froid, le visage impassible. Ils avaient besoin que je tremble. Je ne leur ai pas donné ça. Gideon Price s'est levé et a prononcé son discours d'ouverture comme un communiqué de presse avec un diplôme de droit. Il m'a qualifié d'imprudent. Il a qualifié Black Arbor Grid Shield de société écran. Il a dit que j'avais flambé 2,4 millions de dollars et que j'étais sur le point de m'enfuir à nouveau. Et il a dit, Charleston, comme si c'était une destination qu'il m'avait personnellement vu réserver. Il a demandé au tribunal de nommer immédiatement un syndic, d'intervenir, de prendre le contrôle, de protéger les créanciers. Cela semblait responsable jusqu'à ce que vous écoutiez ce que cela signifiait réellement. Le juge Liam Klein n'a pas semblé impressionné. Il a feuilleté le dossier, s'est arrêté à la description de l'entreprise et a levé les yeux au-delà de Gideon, au-delà d'Elena, directement vers moi. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait cette précision qui fait taire une salle. Monsieur Mercer, a-t-il dit, Black Arbor Grid Shield est-il un contractant principal ou clé sur un projet fédéral de protection des infrastructures critiques? J'ai répondu de la seule manière dont un homme dit la vérité quand cela compte. Oui, votre honneur. Il ne m'a pas laissé me cacher derrière le vague. Ce travail implique-t-il une surveillance fédérale et des systèmes d'exploitation actifs pour l'électricité, l'eau ou les hôpitaux? Oui, ai-je dit à nouveau, prudent sur ma portée, clair sur ce que je pouvais confirmer. L'air a changé. Mon père, Reed Holston, est devenu immobile au premier rang, trop immobile, comme un homme qui entend le sol s'ouvrir sous lui. L'expression de Colton s'est effondrée en temps réel, sa suffisance se vidant comme si on avait tiré un bouchon. Le visage de Gideon a perdu sa couleur parce qu'il a compris ce que le juge venait de faire. Il avait déplacé cela hors du théâtre familial et dans une catégorie où les mensonges ne restent pas civils. Elena s'est levée et a demandé la permission de procéder par preuve. Pas de discours, pas de sentiments blessés, juste de la structure. Elle a d'abord établi la solvabilité. Des relevés d'audit indépendants, des réserves, aucune dette qui correspondait à la réclamation. Puis elle s'est attaquée aux soi-disant prêts. Le numéro de routage était invalide. La somme de contrôle ne correspondait à aucune banque légitime. Les relevés assignés à comparaître n'ont montré aucun virement. L'accord d'investissement s'est effondré sous l'œil de la comparaison graphologique. Mes vraies signatures au fil des ans contre celles qu'ils ont déposées, trop uniformes, trop contrôlées, les marques d'hésitation révélatrices du traçage. Gideon a essayé de rediriger, mais Elena a continué de resserrer le cadre. Dépôt de mauvaise foi conçu pour déclencher un examen et un gel dans le cadre d'un contrat fédéral. Puis elle a mis le nom de ma mère au centre de la pièce sans élever la voix. Le sceau du notaire, Marjorie Holston, et la confirmation de l'État que sa commission était expirée depuis des années. Soit elle a apposé ce sceau sur un document falsifié, soit son sceau a été utilisé dans le cadre de la fraude. Le regard de deuil de ma mère s'est fissuré un instant. Mon père s'est agité comme s'il essayait de s'asseoir dans une autre peau, mais il ne le pouvait pas. Plus il essayait de garder la posture du saint, plus sa peur devenait évidente. Elena a brandi leur propre motion d'urgence et a lu le mot qui comptait, Charleston. Elle n'a pas eu à le dramatiser. Je me suis levé lorsque le juge s'est adressé à moi et je l'ai dit clairement. Charleston n'était pas réel. Nous n'avons aucune installation là-bas. J'ai créé cette destination comme une information interne contrôlée pour tester une fuite. Elle n'a été partagée qu'avec ma direction supérieure. Le regard du juge s'est aiguisé. Ce n'était plus seulement une fausse allégation. C'était la preuve qu'ils avaient reçu des données opérationnelles internes qu'ils n'avaient aucun moyen légal d'obtenir.
Puis Elena a versé l'email imprimé au dossier, celui envoyé à Tri-State Metro, celui qui utilisait Charleston pour paraître crédible. L'expéditeur prétendait être un syndic désigné par le tribunal. Le message exigeait un accès root au système de survie, joignait une fausse ordonnance du tribunal et essayait de forcer un hôpital à se conformer par la peur. La salle d'audience a cessé d'être un endroit où les familles riches se disputent de l'argent. C'est devenu une salle où un juge devait considérer l'usurpation d'identité, la fraude électronique et la tentative d'ingérence dans des services essentiels. Je n'ai accusé personne avec émotion. J'ai seulement pointé du doigt lorsque le juge a posé des questions sur l'accès interne. Cet homme, ai-je dit, en désignant la rangée du fond, Tran Caldwell. Il fait partie de mon équipe de projet. Le juge a ordonné à l'huissier de contrôler les portes. Personne n'a bougé. Pour la première fois de la matinée, ma famille avait l'air de comprendre que les rôles s'étaient inversés. Je n'étais plus jugé par leur histoire. Ils étaient examinés par le tribunal. Le juge Klein s'est penché en arrière, puis en avant, et a réduit l'affaire à la seule exigence qu'aucune performance ne peut survivre. « Montrez-moi l'argent », a-t-il dit. « Si vous avez déposé une requête sur la base d'une dette spécifique, vous produisez la preuve du virement. » Gideon a commencé à parler de structures complexes et d'arrangements privés, mais le juge l'a interrompu. « Des preuves », a-t-il dit, pas un récit. Les mains de Gideon tremblaient alors qu'il brassait des papiers qui ne pouvaient pas le sauver. Elena a introduit le détail qui reliait le mensonge à quelque chose de plus ancien et de plus laid. Le codage des transactions et les métadonnées de bas de page de l'accord falsifié correspondaient au formatage utilisé par Holston Ridge Advisory, le cabinet de mon père. Elle l'a associé à des indicateurs publics, plaintes, questions et une piste d'enquête autour d'allocations manquantes qui reflétaient le même nombre, 2,4 millions de dollars. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer la forme de la chose. Le prêt de mon frère n'était pas seulement une arme contre moi. C'était un tunnel de papier pour les livres de mon père, un moyen d'enterrer un trou sous l'étiquette d'un sauvetage familial raté. Le juge Klein a appelé mon père à la barre. Il a posé des questions simples qui ne laissaient aucune place à la dissimulation. Saviez-vous pour cet accord? Avez-vous autorisé des virements? Reconnaissez-vous ce codage? Reed a essayé de rejeter la faute sur Colton, de le présenter comme un fils agissant seul, mais le juge a souligné ce qui était évident dans le dossier. Le sceau du notaire appartenait à la femme de Reed. Le codage correspondait au système de Reed. Et le seul bénéficiaire d'une histoire de prêt perdu était le bilan et la réputation de Reed. Le contrôle de mon père a craqué. Il a essayé de protéger son image et a fini par exposer son mobile. Il a parlé de besoin de temps, de besoin de clôturer le trimestre proprement, de besoin que le projet fasse une pause pour que les choses se tassent. Elena n'a pas bondi. Elle a simplement laissé les mots reposer dans la transcription, là où ils ne pourraient jamais être dédits. Et elle a fait entendre au tribunal ce qu'il signifiait, intention d'interférer avec un déploiement d'infrastructures actifs liés au fédéral. Puis le juge s'est tourné vers Tran. Il a posé des questions sur le contact avec Colton. Tran a essayé de minimiser jusqu'à ce que le juge insiste sur les détails, Charleston, les délais, les détails internes. Tran a admis ce qui importait. Colton lui avait offert un titre et de l'argent au cabinet familial, lui avait demandé des calendriers et des détails opérationnels, et Tran lui avait fourni ce qu'il pouvait, y compris la note sur Charleston. Il a dit qu'il savait que c'était mal, mais qu'il l'avait fait quand même. En quelques minutes, le triangle est devenu clair. Colton a demandé, Tran a fourni, Reed en a bénéficié. Le juge Klein a statué avec une finalité qui ressemblait à de l'air revenant dans mes poumons. La requête involontaire a été rejetée immédiatement comme un dépôt de mauvaise foi fondé sur de faux documents. Colton s'est vu interdire de déposer à nouveau la même plainte. Les pièces à conviction ont été conservées et la transcription et les preuves ont été renvoyées pour enquête fédérale, falsification, fraude au tribunal, usurpation d'identité, fraude électronique, corruption, espionnage industriel et tentative d'ingérence dans des opérations critiques. Le juge a ordonné la détention de Tran pour une coordination ultérieure et a traité l'email de l'hôpital comme particulièrement grave. Colton n'a pas pu se retenir lorsqu'il a réalisé que la salle ne lui appartenait plus. Il a lâché que ce n'était jamais une question de remboursement, qu'il voulait juste me faire tomber, me remettre à la place qu'il pensait être la mienne. Le juge l'a fait inscrire au procès-verbal. Fini de prétendre que c'était de l'inquiétude. Devant la salle d'audience, dans le couloir, mes parents se sont approchés de moi comme s'ils pouvaient encore revendiquer le rôle de famille.
Ils ont supplié pour une conversation privée. Ils m'ont supplié de ne pas laisser l'enquête toucher le cabinet. La voix de mon père semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Ma mère m'a regardé comme si le chagrin pouvait effacer l'encre. J'ai gardé ma voix égale, car c'était le seul moyen de la rendre réelle. Aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que votre fils, ai-je dit. Je suis ici en tant que PDG de Black Arbor Grid Shield. Les familles se disputent au dîner. Elles n'essaient pas de mettre leur propre enfant en faillite devant un tribunal fédéral. Je n'ai pas négocié. Je n'ai pas adouci. Je suis parti. Cet après-midi-là, j'ai contacté la surveillance et j'ai confirmé ce que la décision signifiait. La requête était morte. Le tribunal avait reconnu la fraude et notre travail continuait. De retour au bureau, j'ai activé le plan de sécurité que nous avions élaboré pour exactement ce type de violation, révoqué les accès de Tran, audité chaque voix, reconstruit la confiance avec les clients grâce à des faits et des délais. J'étais entré au tribunal en m'attendant à être humilié devant la caméra. Je suis sorti avec mon entreprise intacte, le dossier propre, et la seule chose que j'avais cachée pendant 8 ans n'était plus enterrée. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour protéger quelque chose que ma famille n'a jamais compris, le travail qui maintient les lumières des autres allumées. Vous savez, en sortant de ce palais de justice, je m'attendais à ce que le soulagement soit une rupture nette, un claquement, un choc d'air froid, peut-être même un goût de victoire. Mais la vérité, c'est que cela ressemblait plus au moment où une blessure profonde se referme enfin, non pas avec célébration, mais avec le calme étrange de la survie. Je me souviens du cliquetis des talons et des obturateurs de caméras résonnant derrière moi, des derniers flashs mourants contre le verre, et du monde extérieur plus lumineux que je ne m'en souvenais. Je suis resté sur les marches du palais de justice, une main agrippée à la rampe juste pour me rappeler que j'étais toujours réel, toujours là, tenant toujours le poids et la preuve que personne ne pouvait m'enlever ce que j'étais devenu. Pendant 8 ans, j'ai vécu comme une ombre dans l'histoire de ma propre famille. J'ai vu mon nom être tordu en un conte moral, mon travail effacé par les ragots et l'arrogance, mes intentions refondues par des gens qui se souciaient plus du contrôle que de la vérité. J'ai gardé la tête basse et j'ai construit quelque chose de durable parce qu'au fond de moi, je pensais que si je travaillais assez dur, si je restais silencieux, bon et utile, j'obtiendrais peut-être enfin une place à leur table. Mais tout ce que cela a fait, c'est m'apprendre à quel point cette table importait peu. You run so fast. Oh shit, she actually is gonna kill me. Hey Nix, how's it going? Stop bringing my torches! Oh no! Stop bringing my torches! See, the creepers are already spawning! You stop! Stop, I don't have the call for this. Can I at least have my torches back? Please? You have all the aura. I don't want the horse. Fuck that horse. You for not wanting The horse didn't want me. You don't take the horse, The horse didn't want me. bro. But now there's creepers spawning on my island. Toxic. Control your woman. Oh. No, that's not what you say. No. I don't know if she heard me. Better watch it. I'll take the torch back again.
Of course I did. Okay. I'd like to apologize, Robert. Always yapping. You should see my Instagram stories. I always just post this and yap on like any food place. No, okay, my bad. Hello. I don't think you know how that works. Why is all the torches over here? Safest spot. I need to spread them. Yeah, spread them. Don't peg me again. You mad when I take the dynamic place? I just need them to be spread out more. Why is there a wandering villager in here? He's trying to fuck him, bro. Oh, an invisible potion is kind of crazy. With 2 animals. We accept bestiality in here. In Minecraft? Alright. That too. The zoo. Stop. Stop. Okay, nothing must up without you. Yeah. Oh, creeper. Stop. Ah!